Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et le FC Nantes, les Messins qui ont remporté ce match sur le score de 2-0. Bon, dans cette rencontre justement de la 21e journée, donc c'était un match qui justement amorçait la période de phase retour qui avait, on peut dire, bien commencé avec la victoire il y a une semaine contre l'Olympique lyonnais, victoire 1-0 qui avait évidemment suscité beaucoup d'émotions chez les supporters messins. Et donc le FC Metz qui recevait le FC Nantes pour justement, pourquoi pas, enchaîner face à un adversaire qui est dans une certaine difficulté. Et on avait quelques espoirs d'avoir un résultat plus que positif à la fin de la rencontre. Pour parler de ce match justement, j'ai avec moi monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, tout va toujours pour le mieux après une victoire des Messins, donc content d'être là. Content d'être là, j'espère que vous aussi vous êtes content d'être là pour que l'on puisse parler en détail de cette rencontre. Avant de commencer, quelques petites choses à dire. Tout d'abord, vous avez certainement vu dans les divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, que je vous ai incité à nous poser quelques questions dans une boîte à questions, si on peut dire, autour du match de Metz contre Nantes. Bon, il se trouve que certains d'entre vous n'ont pas vraiment compris l'intention première qui était de poser des questions sur le match et beaucoup nous ont posé des Hmm. questions sur le FC Metz en général. Alors, ils ont posé aussi des questions sur les joueurs actuels et qui ont eu justement une présence durant ce match contre Nantes. Donc c'est un petit peu lié au match, mais pour beaucoup, c'est quand même des questions qui sont je dirais plutôt dans l'analyse générale de ce qui se passe actuellement au FC Metz. Et pour répondre à toutes ces questions-là, on a décidé de faire une vidéo à part qui sortira probablement jeudi matin pour que justement vous puissiez un peu avoir des réponses à plusieurs questions que vous nous avez posées. La sélection des questions est déjà faite. Il y aura une première série qui sera donc mise en ligne jeudi matin et on continuera avec l'ajout de d'autres questions qui arrivera certainement après le match contre Brest et donc d'autres questions seront traitées la semaine d'après. Voilà, donc c'est un peu un nouveau procédé que l'on va mettre en place, mais il n'y aura donc pas effectivement les questions, la boîte à questions dans ce débrief même, parce que c'est vrai que j'y ai pensé, mais sinon le débrief va durer environ 3 heures. Donc voilà, on va faire une vidéo à part. En tout cas, vous aurez évidemment la vidéo de la boîte à questions ce jeudi matin, si tout se passe bien, mais il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Autre chose, bien sûr, on va parler dans ce débrief notamment des top et flop, donc les commentaires. Encore une fois, si vous voulez un peu nous dire ce que vous avez pensé de la performance de certains joueurs. Certains ont plutôt surpris, ont plutôt été intéressants, d'autres ont plutôt déçu. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pour la partie sur les top et flop. Nous ferons avec Grenat Forever bien sûr notre top et notre flop. Deux petites choses encore, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Un grand merci d'avance à ceux et celles qui vont s'abonner. Et enfin, n'oubliez pas que ce débrief, comme d'habitude, il est en plusieurs parties. Vous allez dans la description de la vidéo et vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus. Si vous voulez sauter certaines parties, n'hésitez pas à le faire. On commence, Grenat Forever, tout d'abord par, je dirais, parler de l'équipe. C'est l'équipe qui a été mise en place par monsieur Frédéric Antonetti. On va bien sûr après rapidement dire ce qu'a fait Nantes, mais beaucoup de choses à dire sur ce 11 de départ Grenat Forever. Parce que on avait dit en avant-match que cette équipe de Nantes euh, avait notamment des qualités, tu sais, défensives, puisque c'est une équipe qui n'est pas très menaçante offensivement. Et par rapport à cela, légitimement, on pouvait se dire, est-ce que Metz va par exemple changer, tu sais, un peu la philosophie du milieu de terrain? Est-ce que ça peut changer aussi un peu au niveau des attaquants? Même si on garde toujours entre guillemets le même schéma tactique, le schéma tactique, tu sais, 3-4-3 hybride, 3-5-2, comme vous voulez. Mais il y avait effectivement quelques interrogations à certains postes, on peut le dire, Gonna Forever. Et j'aimerais que l'on passe tout de suite, tu sais, à l'élément qui était le plus piquant de ce 11 de départ, c'est le milieu de terrain. Et donc, on se disait, est-ce que ça allait être plutôt Chipembe, est-ce que ça allait être plutôt Papé Matarsar, tu vois, on se posait des questions. Et finalement, Monsieur Antonetti nous a dit, j'en ai rien à faire, je redonne une chance en tant que titulaire à Matarsar. Je rappelle qu'il avait déjà été titulaire contre Lyon. Ça s'est pas très bien passé à ce moment-là. Mais il lui redonne une chance en tant que titulaire. Et donc, c'est un choix qui,
qui selon toi, Grenat Forever, il se défend? Toi, est-ce que tu l'as compris, par exemple, ce choix? Moi, je trouve que c'était un choix, on va dire, cohérent. Alors, on part du principe évidemment que si vous avez écouté l'avant-match, vous savez que Maïga est absent. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Maïga étant absent, c'est pour ça qu'on est obligé de trouver un milieu de terrain pour le remplacer aux côtés d'Angban, car Fofana était aussi absent, si vous avez suivi. Donc on avait, on va dire, deux possibilités un peu, parce que j'exclus Boubacar Traoré qui revenait dans le groupe. Ça se jouait entre Chimpembe et Pape Matar Sarr. Il a choisi la forme du moment et privilégié les bonnes rentrées en jeu de Pape Matar Sarr. Donc je, j'aurais compris qu'il mette Chimpembe, mais je conçois totalement qu'il récompense Pape Sarr en le faisant rentrer en jeu. En plus, à un poste voilà, qui lui convient et pas un poste inhabituel comme il avait pu être le cas contre Lyon notamment. Bah, en tout cas, poste qui convient, c'est-à-dire que dans le rôle qui semble être le sien et que l'on voit, tu sais, à 1 heure du coup d'envoi, on le voit effectivement à côté de Hangban. On se dit que, bon, Victor Hangban, on sait qu'il a des difficultés pour se projeter vers l'avant. Certainement qu'il aura des consignes pour plutôt rester en retrait. D'accord? Pour beaucoup plus pour avoir comme mission de temporiser le jeu, tu vois, d'essayer de rediriger le jeu, tu sais, de manière plus, on va dire, de manière plus sûre, tu vois, notamment sur les côtés, parce qu'évidemment, il va pas prendre des risques forcément vers l'avant. Et donc, on se dit, bah ouais, ce rôle un peu de dernier rempart du milieu, c'est plus Hangban qui va l'avoir, alors que Matar Sarr va plus avoir un rôle de milieu, tu sais, pouvant se projeter plus facilement vers l'avant et ayant cette liberté de pouvoir accompagner notamment un Farid Boulaya qui lui par contre est vraiment très très libre dans ce qu'il peut faire et évidemment il va avoir effectivement un rôle beaucoup plus offensif dessus. Donc en tout cas effectivement Grenat Forever il fait ce choix là et tu le dis très bien, il se base sur les rentrées de Matar Sarr. Alors évidemment la rentrée de Nice avait été très intéressante, évidemment aussi que la rentrée contre Lyon est intéressante. Surtout, oui, oui. Mais, mais on peut dire quand même que ça restait des rentrées en jeu. C'était pas des démarrages en tant que starter, tu vois. Non, mais il reste fidèle à sa philosophie de quand même de récompenser par rapport à la forme du moment. Quand un mec est bon, qui fait des bonnes entrées, il aime bien le récompenser généralement. Ouais. Donc au final, il décide de récompenser ça au détriment je dirais, de relancer Chipembe, parce qu'au final, Chipembe, au point où il est aujourd'hui, si tu veux le mettre sur le terrain, on est vraiment en train de parler de relancer un joueur presque à ce niveau-là. Bah, c'est clairement ça. Et en plus, il met ça alors qu'on apprend que Fofana est bel et bien dans le groupe. Mais ça prouve que voilà, il n'était pas à 100%, qu'aucun aucun risque ne voulait être pris avec lui, même si on a vu que finalement il a quand même eu du temps de jeu. Mais bon. Ouais, donc finalement, il fait ce choix qui laisse de côté Chipembe. Et donc, il peut être aussi aujourd'hui, tu vois, un sujet de débat assez important sur les joueurs de rotation, puisque, voilà, je rappelle quand même que on avait Chipembe qui avait eu comme une bonne expérience en Ligue 2, alors que Sarr, lui, vient directement de Génération Foot, et lui n'a pas vraiment d'expérience, tu sais, dans des divisions inférieures. Et donc c'est vrai que bon voilà c'est une situation effectivement pas simple pour Chipembe. Donc ça c'est le milieu de terrain, donc effectivement on a parlé aussi comme quoi Boulaya est évidemment présent pour faire l'attaque mais des fois aussi la défense au milieu de terrain. Je pense que vous avez très bien compris que il a aussi un rôle défensif très important Farid Boulaya. La défense, et ben, pour le coup, avec notamment, on l'avait dit en avant-match, la blessure de Thomas Delaine, pas de surprise sur le fait que c'est Udol qui le remplace sur le côté gauche. Les trois centraux, comme d'habitude, Brown, Boy, Kouyaté. Et puis, évidemment, Santon en tant que latéral droit. Autre question, autre sujet piquant, c'était l'attaque Grenat Forever. C'était l'attaque parce que nous, bah, on se disait, ok, il y a eu Lyon. Bah, Leia Iseka a marqué. On associe le fait qu'il ait marqué aussi avec les propos de Frédéric Antonetti, qu'il a un peu dispersé, tu sais, en conférence de presse durant ces derniers jours. Donc on se dit, bon, normalement, les Iseka, il part titulaire. Hein, c'est logique, on se disait... Tu vois, on disait, normal, il va certainement partir titulaire, il n'y a pas de souci, je dirais, là-dessus. Je rappelle quand même que Opa Nguet,
est encore absent pour quand même quelques temps. Et bien sûr, Ibrahima Niane, on ne le reverra pas avant le mois d'avril si tout se passe bien. La question était donc sur le côté. Parce qu'on a le choix du starter habituel depuis quelques matchs, à savoir Lamine Gueye, qui, soit dit au passant, pour rajouter un petit peu de piquant à ce que disent certains, parce que certains disent qu'il est à court de forme hein, quand même, ou qu'il est un peu limite. Je rappelle quand même que le deuxième tireur au but du FC Metz, c'est Lamine Gueye. Hein. Ok, depuis le début de saison, et sa saison, elle n'a pas commencé la première journée. Je le précise quand même. Hein. Donc voilà, le deuxième tireur au but, c'est Lamine Gueye, le premier étant Boulaya. Il a quelque chose comme, je sais plus, il doit avoir 10 tirs sur 27 cadrés depuis le mois de novembre. Enfin bref, voilà. Enfin, pour vous dire qu'en gros, le choix de ce starter est évidemment dans la discussion et se pose heureusement. Mais on se disait, ok, il y a Lamine Gueye, starter habituel. On peut faire aussi mettre titulaire Yad. Après tout, Yad fait des bonnes rentrées, voire même des très bonnes rentrées en jeu. Il pourrait postuler un peu à ce poste de titulaire, pourquoi pas. Il y avait aussi une troisième option, mais tu l'avais, je crois, dans l'avant-match, on l'avait pas mis en avant comme étant une vraie possibilité, mais tu l'avais dit, comme tu t'es dit, on ne sait jamais. Mais tu sais, genre sans trop y croire, que ça pouvait être Wagner Diaz sur le côté. Et finalement, c'est Wagner Diaz qui est sur le côté. On est d'accord. Toi, quand tu vois Wagner Diaz, je sais que certains vont avoir des interprétations sur le fait de mettre Wagner Diaz titulaire ou non. Hein. Mais toi, c'est quoi ton interprétation dans cette volonté de faire démarrer Monsieur Wagner Diaz? Déjà étonné, parce que c'est une association qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir ensemble en tant que titulaire. C'est jamais arrivé. Donc j'ai été quand même assez intrigué. Je pense qu'il voulait lui redonner sa chance après déjà lui avoir donné une chance à Lyon. Et ce qui confirme un peu ses propos comme quoi il trouve que Wagner monte en puissance depuis 2 semaines à l'entraînement. Et puis aussi, pour profiter, on peut pas parler de méfort, mais peut-être en ce moment d'un manque de lucidité, peut-être dans le dernier geste d'un Lamine Gueye qui est peut-être un peu moins décisif qu'à ses débuts. Donc peut-être lui le faire souffler et donner sa chance à Wagner à un poste qui est clairement le sien, qu'il affectionne, qui était le sien à Nancy, c'est-à-dire ce poste d'ailier gauche. Ah oui, parce que ça n'était pas à Lyon. Alors, c'est très important, tu viens de parler du poste d'ailier gauche. Parce que mine de rien, ce placement de Wagner sur la gauche et non sur la droite, ça a une conséquence très très importante. Parce que souvenez-vous, depuis de nombreux matchs, quand notamment, alors ce qui était déjà un peu le cas la saison dernière, je vous rappelle que la saison dernière, quand Metz jouait en schéma hybride à 4 défenseurs, on occupait le côté gauche voilà, pour laisser justement la place au Fabulous Fab sur le côté droit. Depuis notamment le retour aussi de Thomas Delaine sur le devant de la scène, dont on sait qu'il a des qualités offensives importantes, on décide effectivement de coupler à cela le fait de mettre Lamine Gueye, et Lamine Gueye a toujours été mis cette saison en tant que ailier droit, en laissant le côté gauche disponible. Hein. Et donc, et donc là, tu mets Wagner sur le côté gauche. Ça veut donc dire que tu changes un peu ton fusil d'épaule. C'est-à-dire que comme Delaine n'est pas là, Udel est à gauche maintenant. Tu décides de plus miser sur le côté gauche pour faire des montées spectaculaires de tes latéraux, mais tu veux miser sur le côté droit, à savoir le côté de Fabien Santonze. C'est quand même, il faut le souligner, un très très grand changement de façon de voir les choses que de miser sur le côté droit. Sachant que sur le côté droit, et ça c'est très important, Grenade Forever, il faut le rappeler quand même, c'est que sur le côté droit de Metz, notamment, tu sais, au poste de milieu de terrain, le milieu central droit, c'était pas Matar Sarr sur ce match, c'était bien Angban, tu vois. C'est vrai. Donc la contribution offensive sur le côté droit, bah tu te dis qu'au final, elle pouvait venir presque que de Boulaya s'il y allait, mais sinon de Santonze. Alors que, tu vois, finalement, l'apport offensif côté gauche pouvait venir des fois d'un Udol, d'un Wagner, mais aussi de Matar Sarr, qui, lui, était beaucoup plus, tu vois, milieu central gauche. C'est un changement de philosophie qui est pas énorme, mais qui est quand même présent, on peut le dire.
Non, mais il s'est adapté, hein. Encore une fois, il s'est adapté au personnel qu'il a en place. Il sait que Udol n'a pas du tout le même jeu que Delaine. Bah, on va lui mettre. Et il y a ça, et le fait de mettre aussi Wagner qui se sent mieux sur le côté gauche. Pour moi, avec ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, je suis persuadé que si la Gay aurait joué d'entrée de match, la question se serait pas posée. La Gay était ailier droit et Mathieu Udol aurait eu son couloir de libre. Donc toi, tu penses que ce choix-là a plus été fait pour accommoder Wagner à son côté Pour habituel plutôt... accommoder et Wagner, ben oui, pour accommoder en fait Wagner en fait. Mais entre guillemets, sans se préoccuper de est-ce que ça va avantager ou Non, désavantager l'un de mes latérales, en fait, ou l'un de mes côtés. c'était l'interprétation que j'ai fait ben, la première mi-temps. Mais avec la rentrée en deuxième mi-temps, j'ai du coup changé mon interprétation et pensé que il a voulu surtout mettre Wagner dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire le mettre côté gauche où c'est là, et lui le disait, qui se sent le mieux, et qu'à Nancy il était le mieux, donc voilà. Ok. Donc ouais, je suis un peu arrivé aussi à la même conclusion que toi. Et donc effectivement, c'est un choix qui a été fait et un choix qui était assez, ouais, assez intéressant à étudier sur bah, l'ensemble du match. Et justement, Crona Forever, c'est le moment de parler un peu de ce qui s'est passé durant ce match. Puisque il y a eu au final quand même quelques occasions, même si vous allez voir à l'écran que la feuille qui récapitule toutes les actions de la rencontre, elle n'est pas aussi vaste que celle de Lyon, parce que je vous rappelle que celle de Lyon, j'ai carrément dû presque la couper en deux, tellement qu'elle était grande. Là, celle du match contre Nantes, la feuille récapitulant les actions, elle est pas si grande que ça non plus. Il n'empêche que on démarre la mi-temps, cette première mi-temps, Grenade Forever, et très rapidement, on comprend que, ok, ce match va être, mais va être pas simple en fait. Enfin, pas simple, offensivement surtout. Pour les deux équipes aussi, il faut le dire. De toute façon, on s'attendait à une équipe de Nantes qui allait nous attendre, donc forcément, ça change de tous les adversaires qu'on a eu à jouer dans ce système. Donc, pour la première fois, on a eu la possession, on devait essayer de faire, nous, de se découvrir et de faire le jeu. Donc, comme on n'a pas cette habitude de le faire, parce que c'est pas notre style de jeu, clairement, bah, c'était, euh, c'était compliqué. Ouais, parce qu'évidemment, on a très bien. S'attendait à ce que ça soit compliqué, vu les 5 premières minutes. On avait compris que les Nantais voulaient nous laisser le ballon. Nous, on a Hmm. essayé de faire ce qu'on pouvait. Donc voilà. Mais on se doutait bien que quand on voit Nantes qui défendait très très bas dans les premières minutes du match, on se doutait bien effectivement, comme tu dis, on va devoir faire le jeu, mais bon, je veux dire, c'est pas un secret. Antonetti lui-même, je veux dire, faut pas être surpris. Je veux dire, quand vous voyez même le FC Metz en Ligue 2, qui faisait face à beaucoup d'équipes qui l'attendaient très très bas, parce que Metz était considéré comme l'équipe favorite du championnat, je veux dire, on a très bien vu que Metz avait beaucoup de mal, effectivement, à faire le jeu et face à des équipes qui se regroupaient. Et donc forcément, ouais, offensivement parlant, on sait qu'on va être certainement, tu sais, dans le même esprit que le match aller, voire pire, un peu dans l'esprit, tu sais, du match de l'année dernière qui avait lieu à domicile qui avait été aussi un peu une purge. Hein, Parce que c'est des purges, hein. Tous les matchs ouais, Nantes, de toute façon, c'est des sacrées purges, hein. ouais. Donc, Aussi bien, et l'année dernière, c'était aussi bien le match aller que le match retour, même si le match, je crois, à domicile, qui était le match aller, on le gagne en fin de rencontre, mais le match retour avait été une vraie purge totale. On avait dormi, enfin, c'était absolument, absolument dégueulasse. Mais en tout cas, quand vous regardez un peu les périodes d'activité des deux équipes, on sent que Metz a quand même de la présence, tu sais, sur les premières minutes du match. Hein. On va dire que jusqu'à ouais, à peu près à la 15e, 20e minute de jeu, ça se passe plutôt côté messin. Ça commence par contre à avoir un peu plus de mouvement, tu sais, côté Nantes. À partir voilà, de la 27e, 30e minute de jeu, il y a des actions qui sont à signaler. Et finalement, Grenade Forever, on arrive bah, à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps, on se dit que au point où on est parti, bon, la purge est annoncée, donc on voit pas comment ça peut se dégoupiller. Et là, il y a cette action où Monsieur Fabulous Fab 111 donne la balle à Boulaya.
Boulaya voit l'appel de Monsieur Léa Iseka, hein, qui lui dit vas-y, envoie-la-moi. Et Boulaya envoie un caviar de passe, enfin plutôt de centre long en profondeur pour Léa Iseka. Et Léa Iseka, qui, on va y revenir après, a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent durant ce match. Je crois que Léa Iseka, si je me trompe pas, il est crédité de quoi, de 2 tirs, un tir dans le match. D'accord. Son seul tir du match, c'est le but. On va y revenir peut-être plus tard. Mais il est en position de face à face avec Lafont, avec une balle qui rebondit au sol, et ben il fait le geste parfait en lobant Monsieur Lafont. Et le FC Metz met donc 1-0. Et donc finalement, de manière un peu surprenante, on trouve la solution juste avant la mi-temps dans ce match qui s'annonce être une purge absolument terrible entre deux équipes aux attaques plus que difficiles en ce moment. Et finalement, ouais, on arrive à cette fin de première mi-temps en menant 1-0. Et là, forcément, Grenade Forever, la mentalité n'est absolument plus la même. Parce que Nantes en face, maintenant, ils doivent chercher à marquer. Et donc là, c'est clairement plus la même histoire. Hein. Là, on est dans une situation du coup qui nous arrange et une situation qu'on affectionne, c'est-à-dire tu mènes au score, tu vas refaire ton bloc compact en laissant la possession à l'adversaire pour les piquer en contre dès que possible, quoi. Ouais, dès que possible. C'est vrai que... alors, évidemment, on est un peu rassuré parce qu'on se dit on a trouvé la solution pour marquer contre Nantes. On sait que Nantes en plus, on sait que Nantes offensivement c'est une purge également. Mais nous on a un point fort énorme, c'est notre défense. Pour le coup. Ah c'est même pas un point fort, c'est. On savait que dans un match comme ça, en fait, c'est la première équipe qui marque a de fortes chances de remporter le match de toute façon. Donc, tu sais que c'est des deux équipes qui mettent rarement plus d'un but par match. Donc forcément, quand Metz a ouvert le score, on était très, très... Moi, personnellement, j'étais très serein. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, c'est vrai que on est assez positif dans l'esprit quand on voit... quand on essaie de prévoir un peu ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai que finalement la deuxième mi-temps commence... moi je trouve que la deuxième mi-temps finalement elle est beaucoup plus compliquée offensivement pour nous parce que surtout parce que effectivement Nantes se met à attaquer beaucoup plus. D'ailleurs dans les actions on peut voir qu'on a été un peu moins tapant si l'on veut dans la deuxième plutôt que la première. D'ailleurs Nantes a 62% de possession de balle dans la deuxième mi-temps, tu vois, donc ils essaient de prendre le jeu à leur compte en fait, hein, pour revenir dans le match, hein, parce que l'objectif pour eux maintenant c'est de revenir dans le match et nous c'est de tenir le score ou d'essayer de profiter comme tu dis d'un compte pour éventuellement aggraver le score. Il y a eu quand même, qu'on a forever, il faut le dire, durant ces deuxième mi-temps, des faits de jeu à signaler côté nantais. Parce que les Nantais ont eu, vous allez voir notamment sur les statistiques plus tard, mais évidemment que les Nantais ont eu des tirs mais ont cadré 0 frappe. Donc pour le coup, les frappes n'ont pas été dangereuses vis-à-vis notamment d'Oukidja, mais il y a quand même eu deux situations qui ont eu qui ont un peu levé une petite alerte, hein, notamment les deux hors-jeu, qui quand même... Le premier hors-jeu, c'est finalement un but qui est refusé. Hein. On est d'ailleurs sur quoi, Grenade Forever? Sur un coup de pied arrêté? Oui, parce que le danger pouvait venir que de ces phases-là. Donc, bien sûr. On est sur un coup de pied arrêté. Après, le hors-jeu, par contre, il n'y a aucune contestation. Hein. Ah non, mais ça on est d'accord. Pour les deux situations, les deux faits de jeu, c'est deux hors-jeu à chaque fois. Le premier hors-jeu qui, effectivement... vient d'un coup de pied arrêté et donc c'est Palois qui réussit à couper la balle vis-à-vis d'Oukidja qui pense marquer, mais effectivement on voit très bien qu'il y a hors-jeu et le but est logiquement refusé. La deuxième occasion par contre, Grenade Forever a signalé, c'est donc ce hors-jeu, mais qui, s'il n'y avait pas eu hors-jeu, c'était un penalty sifflé pour Nantes, hein.
Donc heureusement, il y a, comme certains l'ont dit, il y a hors-jeu, mais je veux dire, il y a quand même, s'il n'y a pas le hors-jeu, il y a penalty, quoi, tu vois. Et au final, ça a été un peu les deux seules inquiétudes que nous supporters avons eu durant ce match. À la fois le but qu'on voit, le but marqué, mais où on se dit, mais on se rend compte après qu'il y a eu le hors-jeu. Et donc effectivement, on a la crainte de penalty parce que d'ailleurs, l'arbitre signale au début penalty. Souviens-toi. Ah non, il siffle jamais penalty. Ah si, il siffle le... Non, non. Ah, je te garantis qu'il siffle, il montre le doigt sur le point de penalty et seulement après, il lève la main en disant qu'il y a hors-jeu. Ah, moi j'ai la vidéo, Grenade Forever. Ici, tu verras, il montre le point de penalty. Je pense pas qu'il sifflait 6 mètres. Hein. Pour moi, je suis pas sûr qu'il montre le point de pénalty. Si. Tout de suite non, tu verras. Son arbitre assistant. Tu verras. Il pointe le point de penalty. Il lève pas la main. Tu sais, quand t'as un hors-jeu, normalement, tu lèves tout de suite la main en l'air. Tu verras dans la vidéo qu'il pointe le point de penalty. Et c'est seulement après, je pense que là, il voit seulement après son arbitre assistant qu'il lève le drapeau pour dire qu'il y a hors-jeu. Et c'est là où il dit, putain, mais il y a finalement hors-jeu. Mais tu verras bien, je sais pas si je pourrais retrouver l'image, mais d'abord il monte le point de penalty en premier lieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu les deux seules craintes. Et finalement, comme j'ai dit, Nantes va pas réussir à cadrer ses frappes. Et on arrive dans une situation de fin de match où finalement, enfin, on se dirige doucement vers la fin de match où on se dit, voilà, qu'est-ce que peut faire Metz. Il y a eu quand même une volonté Grenade Forever de faire tourner l'attaque durant ce match, la deuxième mi-temps, avec notamment, tu sais, la sortie de Leia Iseka. Leia Iseka, d'ailleurs, pour revenir dessus, qui n'a pas fait une performance extraordinaire hormis son but. Parce que comme je l'ai dit, il a tiré qu'une seule fois, c'était son but au final. Oh, clairement, mais après, c'est son rôle, hein, c'est le peu d'occasions qu'il va réussir à se créer. Il faut qu'il les mette au fond, donc... la seule pour le coup, quoi. Un seul tir. Réaliste. Il y a un geste d'attaquant, quoi. C'est peut-être pas ce but-là. Il y a ne serait-ce que 2 matchs en arrière, il aurait peut-être jamais tenté le lob. En tout cas, réaliste, mais en tout cas pas profusion d'action et pas de grande menace sur le but d'Alphon sur la période où il était sur le terrain. Et puis Wagner Diaz qui sort également, remplacé par Lamine. Donc j'ai dit, ou je vais dire, mais Thierry Ambrose remplace Leia Iseka. Et finalement, c'est vrai que le dernier changement qui va avoir lieu à la 78e, c'est Victoria Angban que tu sors, qui d'ailleurs, Grenade Forever a un petit peu, on va dire, fait monter la température chez Antonetti. Hein. C'est sûr. Notamment à la suite d'une occasion venant du côté de gauche de Metz, donc le côté droit de Nantes, où les Nantais sont bien seuls, notamment dans la surface, tu sais, sans retour notamment des milieux de terrain, notamment celui de Monsieur Victoria Angban qui a pris une petite soufflante, on peut le dire, puisqu'il est sorti juste après, je crois, juste après l'action. Je sais pas si j'ai noté exactement, je crois que c'est Moses Simon, tu sais, qui tire, tu sais, il tire à ras terre, Okidja accompagne le tir mais ne touche absolument pas. Et donc ce tir de Simon, avec donc cette action où il y a, je crois, un ou deux Nantais qui sont libres de tout marquage dans la surface de réparation, c'est à la 77e minute de jeu. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe à la 78e ? Monsieur Angban, qui est un peu en tort sur le laisser-aller du marquage, sort. Hein, et puis, effectivement, est pas très content de sortir, on peut le dire, Grenade Forever. Hein. Ah non, je crois qu'il serre même pas la main à Antonetti. Il est un peu... Ah, ça doit l'embêter de sortir. Ça fait 2 matchs où il sort quand même... où c'est l'un des seuls milieux de terrain qui sort à un quart d'heure de la fin. Donc je pense que ça doit le saouler un peu. Mais bon, à lui de continuer à travailler, de se remettre un peu en question. Et puis... Ouais. Remplacé par Monsieur Fofana en plus, qui était annoncé blessé au début. Donc bon... Puis voilà, Fofana qui rentrait pour stabiliser un petit peu, encore un peu le milieu de terrain. Un peu plus notre ligne défensive. Donc... Tout à fait. Et donc, on pensait qu'on allait se terminer sur ces belles choses. Et finalement, Monsieur Farid Boulaya, qui reçoit la balle de Monsieur John Boy. D'ailleurs, John Boy, je présume qu'il va être crédité de la passe décisive, hein, puisque Monsieur Boulaya reçoit la balle de John Boy et puis frappe à terre sur la droite de Lafont. En même temps, déclenche une crampe.
il faut le noter. N'oublions pas la célébration de Boulaya quand il s'étire le pied parce qu'il a des crampes. Mais donc, passe décisive pour Monsieur John Boy. Très très marrant de le dire. Et donc, effectivement, Boulaya qui voilà, fait tout simplement, qui conclut cette bonne prestation. Un but, une passe D. Bon, voilà quoi, c'est évidemment quelque chose qu'on va un peu aborder aussi pour les top et flop. Mais en tout cas, le match finalement dans le résultat se termine bien, on peut le dire, parce que clean sheet, première chose, ce qui est une très bonne chose. 2 buts extraordinaires quand tu es le FC Metz, de mettre 2 buts dans ta saison. Hein, ça arrive pas souvent. Et en plus, on va dire que tu poursuis ta belle série du début de l'année 2021 et forcément ça donne beaucoup de confiance. Mais on va être d'accord qu'on a Forever que on va retenir que le résultat. Parce que la manière, elle est un petit peu... c'est pas un match qu'on va prendre en exemple dans la manière, surtout qu'on est une semaine après Lyon, quoi. Oui, non, mais on va retenir que le résultat, puis la manière, je pense pas qu'on s'attendait forcément à une orgie offensive, hein. Les gens qui disent ça sont des menteurs parce qu'on a gagné à Lyon. Moi, j'espérais un résultat plus large, mais au vu des absents, j'avais dit 1-0. Au final, c'est pas passé loin que ça se passe comme ça. J'avais dit 2-1, donc je suis pas là non plus. mais voilà, on est une équipe que quand on si on doit gagner 1-0 et après être solide tout le match, et ben il faut s'en contenter. Et tant que ça fait 3 points à la fin, bah c'est comme ça, c'est notre style de jeu. Nous on prend. Hein. Ouais, mais voilà, comme je dis, je dis ça, Grenade Forever, évidemment, je pense que tu comprends pourquoi je dis ça, et je pense que ceux qui nous écoutent comprennent aussi. C'est parce que, évidemment, on sort de ce qui s'est passé il y a une semaine à Lyon, où contre Lyon, on n'a pas eu peur, alors que tu peux sentir que contre Nantes, il y a de la vraie prudence après avoir mené 1-0, tu vois. Bah, c'est pas les mêmes physionomies du match, oui, je c'est sais. pas les mêmes oppositions. Ah, je sais. Là, tu as envie de tenir le score, tu mènes au score en première mi-temps, c'est pas pareil. À Lyon, tu sais que tu rien à perdre, tu es un peu plus décomplexé, en plus tu es dans le match, tu es à 0-0, donc tu tentes un peu aussi ton va-tout, donc faut voir un peu les physionomies, les différents... Ouais. En tout cas... Mais ça prouve qu'on est capable de gagner des matchs dans n'importe quel type de situation, quoi. Savoir gérer un score, revenir au score et gagner un match, tenir le match nul le plus longtemps possible et aller chercher une victoire en fin de match. Donc ça c'est intéressant pour la suite de la saison. C'est clair, et évidemment ce sera un point à retenir. On a fait le tour un peu des actions de ce match. Hein. Encore une fois, vous aurez le récapitulatif de toutes les actions ainsi que les statistiques collectives et individuelles de tous les joueurs. Donc ça, c'est un peu l'élément à retenir. Si on regarde au niveau du classement Grenade Forever, petit coup d'œil au niveau du classement parce que il y a eu quand même d'autres rencontres qui se sont déroulées. Alors, certaines rencontres ont été annulées parce qu'il faut pas oublier, mais il y a eu notamment le match de la peur, tu sais, qui aurait dû avoir lieu. C'était où? C'était à Lorient ou Lorient se déplaçait? Je crois que Lorient se déplaçait parce qu'il recevait 3 jours la semaine dernière Dijon, qui rejoue d'ailleurs mercredi. C'est ça, ils devaient se déplacer effectivement à Nîmes. Donc c'est qu'ils se déplaçaient à Nîmes. C'est ça, et donc le match Nîmes-Lorient qui a été reporté, et donc effectivement le multiplex on est retrouvé un peu allégé en ce dimanche après-midi, mais en tout cas ce qu'il y a à retenir comme résultat. Notamment si on part du bas de tableau, alors effectivement donc Nîmes et Lorient n'ont pas joué, mais ce sera comme un match important pour la suite du championnat. C'est un match de la peur. Hein. C'est ça, un match qui se joue je crois d'ailleurs ce mercredi, si je me trompe pas. Non, c'est Lorient-Dijon ce mercredi. Ah oui, c'est Lorient-Dijon ce mercredi, c'est vrai. Ouf, ah oui. Donc, ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Ouah, c'est absolument terrible. Mais c'est vrai il y a aussi Lorient-Dijon en rejeu. Oui, donc, je sais pas quand ça a été annoncé. Mais qui est aussi un match de la peur. Qui est aussi un match de la peur. D'ailleurs, en parlant de Dijon, mais Dijon a joué contre Strasbourg. Elle a aussi un match pour le maintien entre deux équipes. Et ils se sont neutralisés un partout. Et donc, effectivement, Dijon
est toujours un peu au ralenti. Ça ralentit aussi un peu l'avancée de Strasbourg, qui était resté quand même sur 3 victoires d'affilée. Donc Strasbourg a un peu marqué le pas, malheureusement, pour eux, face à Dijon. Ensuite, si on Nantes qui effectivement a perdu 2-0 contre nous. Saint-Etienne qui a pris une pile, mais alors incroyable, leur pile contre Lyon. 5-0 chez eux. Autant vous dire que ça c'est pas cool ce qui est en train de se passer du côté de Saint-Etienne. Et donc eux aussi sont clairement au ralenti. Hein. Encore une fois, tant mieux pour nous parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes encore dans la course au maintien, même si ça peut évoluer peut-être dans les semaines à venir. Ensuite, si on remonte un peu plus, Reims qui a fait peut-être une bonne opération quand même, c'est cette victoire contre Brest. Hein. Brest qui... Ils font... Ouais. Tu disais oui. J'ai dit, les Rémois font des bons résultats depuis 2 mois maintenant. Ils partaient de loin et un peu comme les Strasbourgeois, ils commencent vraiment à bien remonter la pente. C'est clair. Donc en tout cas une victoire 1-0 pour eux. Et donc Brest effectivement qui perd, qui est 13e et qui justement donc a perdu contre Reims. Nice qui l'a emporté à Lens. Résultat peut-être aussi là surprenant de la part des Niçois, donc qui eux remettent en marche une machine qui s'était aussi pas mal enrayée depuis quand même quelques temps hein, au niveau de leurs résultats. Encore devant eux, Montpellier a perdu au Paris Saint-Germain 4-0. Ensuite, il y a Angers qui a perdu 2-1 contre peut-être une des tendances assez surprenantes de ce début d'année, à savoir Bordeaux. Perdu 2-1. Et puis voilà, Lens, comme j'ai dit, 9e, qui a donc perdu contre Nice. Et puis nous, effectivement, nous sommes à l'heure actuelle à la 8e place. Avec effectivement aujourd'hui une situation au classement où tu as un total de 31 points. Tu es à 1 point de Marseille qui, eux, ont perdu 3-1 contre Monaco. Et c'est vrai que si je veux faire rêver certains, mais encore une fois, vous savez que je suis très, très méfiant vis-à-vis de cela, tu reviens à 5 points de la 5e place, qui, je rappelle, est qualificatif, si je ne me trompe pas, pour un barrage de la nouvelle Coupe européenne, Grenade Forever, cette fameuse C4. Hein, cette fameuse conférence, je sais pas quoi. Ah oui, j'avais oublié. Ça m'était complètement sorti de la tête, ce machin-là. Eh oui, la fameuse. Donc, effectivement, on peut jouer l'Europe. Oui, oui mais pas directement, c'est pas une accessibilité directe. C'est, hein. ouais. Mais en tout cas. Ça m'était sorti de la tête, ce machin-là. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Mais on va en parler après, on en parlera pas après, mais il y a une des questions dans la boîte à questions, justement, on évoque ce sujet-là, donc on va un peu l'évoquer. Mais effectivement, tu as 5 points d'une potentielle participation à une Coupe d'Europe, même si c'est pas ni la C1 ni la C3, mais il faut quand même effectivement l'évoquer. Donc ça, c'est un peu le point de vue du classement. Voilà, avec notamment notre belle différence de but de plus 5 et puis notre situation en termes de classement de la défense, 3e défense du championnat toujours, forcément. Avec ce clean sheet, on n'est pas prêt de aller beaucoup plus bas et d'ailleurs notre attaque est un peu mieux. On va dire qu'on revient à la hauteur de Nice. C'est pas mal, on va dire. mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Classement, on a fini Grenade Forever. J'aimerais que nous allions maintenant sur top et flop. D'accord ? Pour terminer ce débrief, avec bien sûr, je vous le rappelle, votre top et votre flop, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Qui est pour vous le joueur qui vous a le plus intéressé, le plus donné satisfaction, et au contraire, le joueur qui vous a le plus déçu, celui pour lequel vous avez eu un petit peu de, voilà, une petite déception. N'hésitez pas en tout cas à nous le dire dans les commentaires. Grenade Forever, je commence par toi. J'aimerais savoir tout d'abord quel est ton flop. Wagner Diaz. Direct. C'est un peu, on va dire que c'est le choix le plus simple de lui taper dessus. J'ai pas envie de lui taper dessus. Mais par rapport aux autres, on est obligé de dire que c'est lui qui dans ce match-là fait peut-être la moins bonne performance. Il était à son poste. On nous dit depuis 2 semaines qu'il fait des entraînements assez consistants. Hier encore, il a eu du mal à se créer des occasions, à faire des différences. Il se donne quand même défensivement. Le mec court, s'arrache, mais pour l'instant, c'est pas pour ce Wagner-là qu'on l'a recruté. Alors, il lui faudra du temps. C'est pour ça, je suis pas inquiet. Qu'ils prennent le temps qu'il faut, mais cette saison, il faut pas s'attendre à des performances comme on a pu voir de lui à Nancy.
Bah oui, C'est forcément tout. que ouais. C'est vrai que Il faut être patient, mais sur le match-là, on est obligé de le mettre en flop parce que malheureusement, il t'apporte pas grand-chose, quoi. ouais, je défends ton point. Alors moi, évidemment, je vais pas mettre Wagner Diaz en flop. Je lui ai déjà expliqué pourquoi cette saison, je pense clairement que jusqu'à la fin de la saison, je ne mettrai pas Wagner Diaz en flop. Même si je comprends que tu le mettes en flop et que certains vont le mettre en flop, bien évidemment. Euh, Pourquoi? J'ai très bien dit parce que je n'ai plus d'attente cette saison pour, enfin, vis-à-vis de Wagner Diaz. Tu vois, je n'ai plus d'attente. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes performances, c'est très bien. S'il fait pas des bonnes performances, c'est pas que je m'en moque, mais je suis un peu en mode, entre guillemets, le gars est en train de faire en fait sa préparation, quoi. C'est con à dire. Et j'ai même plus envie de considérer une attente particulière pour ce joueur-là, donc je vais pas le mettre en flop, même si effectivement certains pourraient dire que le mettre serait un choix à faire. Bah, je vais mettre quand même Victorien Angban en Grenade Forever. Et on va encore me taxer de genre, mais ce cas, tu tapes encore sur Victorien Angban. Là, c'est un peu abusé, là, par contre. De quoi? De mettre Angban? En flop, ouais. Ouah, attends, alors, je vais donner un peu comme de grain à moudre, parce qu'il faut quand même... bon. Comme je l'ai expliqué, Angban est quand même, bon, que l'on veuille ou non, un élément défensif qui est très très bon. Je le dis depuis très longtemps que c'est pour moi un élément de temporisation qui est aussi très très bon. Ok. Maintenant, il y a quand même des choses assez concrètes. Angban est l'un des joueurs quand même qui a été le moins, on va dire, participatif au jeu côté Messin. J'ai les stats devant les yeux, Grenade Forever. Le gars a touché 39 balles durant ce match. Il a touché 9 ballons de plus qu'Ukija durant le match. Comparé à son compère qui est à gauche, Matarsar. Matarsar, il a touché 69 ballons durant le match. J'ai pas envie de dire qu'il y a plus un milieu qui contribue au jeu que l'autre. Mais tu vois, voilà. Et pourtant, c'est con à dire, mais l'effet c'est quoi? L'effet c'est que Angban effectivement touche beaucoup moins de ballons, il est moins contributif du jeu que ses autres adversaires. Même les participations en passe, tu vois qu'il est loin d'un Matarsar, il va te faire 20 passes de moins qu'un Matarsar. Tu vois, Ukidja fait presque autant de passes que lui durant le match. Hmm. C'est là Bah où... après, il a eu un rôle un peu plus défensif, le match-là, un peu d'homme de l'ombre, donc forcément que Matarsar a touche plus de ballons que lui, parce que c'était à lui D'aller vers l'avant. d'amener d'apporter un peu plus, donc... Ouais, non, mais franchement, je comprends ceux qui vont me dire que j'exagère, mais c'est vrai que si, en plus, et encore une fois, je mets un peu en tort, parce que c'est vrai que si je suis logique, comment dire, avec ce qui se passe, je mettrais effectivement Wagner Diaz en flop, et tu vois, ça serait réglé. Parce que dans les faits, Wagner Diaz a été le joueur qui a le moins contribué parmi les titulaires dans ce match. Tu vois, ça c'est un fait, et je peux pas aller dessus. Mais c'est vrai que si je pars de la logique de pas être tout de suite trop dur avec lui, bah, je suis obligé de taper sur le deuxième qui pour moi a le moins contribué au jeu, c'est pour moi Angban. Tu vois. Donc, Ça se défend. voilà. Mais vous voyez que je prends des risques quand même en ne voulant pas trop taper sur Monsieur Wagner Diaz, parce que je sais que si je tape aussi sur Wagner Diaz, on va encore nous taxer de ouais, mais vous ne lui avez pas lui laisser du temps, voilà. Bon, ok, dans ce cas-là, il faut que je tape Angban, et Angban, c'est le suivant sur la liste, donc bon, voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est pour les flops. Au niveau des tops Grenade Forever, quel est ton top? Je vais pas mettre Farid Boulaya parce que vous attendez tous qu'on le mette. Tu laisses ça pour Je l'ai moi. mis non, mais je l'ai mis le dernier match et je pourrais le mettre honnêtement depuis quand il est à ce niveau-là, je pourrais le mettre en top tous les matchs. Donc j'ai envie de récompenser quelqu'un d'autre qui a fait aussi un bon match. Donc je vais parler d'un mec de derrière, Dylan Brown. Ça, franchement, c'est mon top. J'aurais pu mettre Kouyaté, mais je l'ai déjà récompensé aussi. J'ai trouvé les deux tellement impressionnants, que ça soit dans les duels en un contre un, les centres, le nombre de ballons qu'il a récupéré, et puis cette percée magnifique, parce qu'il n'y a jamais eu le but de Boulaya sans cette percée légendaire à la 94e minute de Dylan Brown. C'est vrai.
Qui d'ailleurs balle au pied dépasse Thierry Ambrose en accélération. Mm. Je sais pas si tu as remarqué, mais Ambrose s'est fait passer de manière incroyable. Avec la blessure de Pajot qui a raté beaucoup de matchs, on peut vraiment dire que le fait de l'avoir, c'est la plus belle recrue de l'année 2020. En tout cas, il est sur la bonne continuation de 2020, hein, c'est sûr. Franchement, c'est. Ouais. Non, c'est. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Moi. Au globe, la charnière centrale, hein, évidemment. Ouais, mais je suis comme toi, j'aurais pu aussi englober, tu sais, la charnière centrale et partir effectivement, par exemple, sur Kouyaté, qui est aussi un top grandement légitime, et ceux qui vont mettre Kouyaté les tops, je suis entièrement d'accord dessus. Mais évidemment que je vais être obligé de parler un peu de Monsieur Farid Boulaya, parce qu'évidemment, bon, Farid Boulaya qui nous embête, hein, parce que évidemment qu'il attire maintenant la convoitise de toute la France entière avec cause de ses performances qui, en plus, passent en prime time, tu sais, notamment après le match contre Lyon. Et là, encore une fois, sur ce match, il fait la passe dosée, très bien dosée pour Monsieur Leia Iseka. Et puis en plus, il met le but en fin de match, alors que le gars a des crampes et que tout, c'est que tu te demandes même si dans sa course où il va pour tirer, t'as l'impression qu'il va tomber avant même d'armer sa frappe, tu vois. Tu sens qu'il est déjà pris un peu de douleur et le mec continue. Voilà quoi. Et surtout, c'est que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais Boulaya, c'est un mec qui effectivement contribue au jeu offensif, n'a pas peur de prendre des risques offensivement et surtout défensivement est un joueur qui vous rendez peut-être pas compte, mais il a aussi un travail défensif, de soutien défensif très très important au milieu de terrain, surtout quand ses compères, notamment le latéral gauche, a tendance aussi des fois à monter. Alors c'était le cas de Delaine auparavant, mais même des fois quand Udall est monté en deuxième mi-temps notamment, Boulaya, quand il n'est pas impliqué dans l'action, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se replace directement au milieu de terrain pour tenter de faire acte de présence sur le côté gauche. Hein. Tu vois, donc non, je veux dire, honnêtement, très très bonne performance de Boulaya, quoi. Et c'est super de dire ça. Je trouve que qu'on a forever dire ça chaque semaine, c'est génial. Ça donne la bonne humeur, tu vois. Donc non. Donc je ne sais pas, encore une fois, il y a plusieurs tops possibles. Hein. Faites encore une fois votre top et votre flop dans les commentaires, bien sûr. Voilà. Pour, effectivement, si vous voulez souhaiter voter pour le magicien Grenin, n'hésitez surtout pas. On a fini Grenat Forever sur ce débrief. Plein d'éléments complets sur ce match entre Metz et Nantes. On va terminer par vous dire tout simplement, voilà, encore une fois, si vous voulez contribuer à la discussion, utilisez les commentaires en dessous de la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, justement pour nous soutenir dans cette magnifique chaîne qu'est la Maison du Grenat. Pour la suite, qu'est-ce qui nous attend? Premièrement, bien sûr, je vous invite à aller voir la boîte aux questions, plutôt la boîte à questions, pour être précis, qui sera en ligne à partir de ce jeudi matin. Le jeudi, pour vous donner une date, c'est le 28 janvier. Ce jeudi 28 janvier, sur les coups de 9h, la boîte à questions devrait popper sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas encore une fois à mettre les commentaires, vos avis sur le format de la vidéo, évidemment pour ceux qui vont aller le voir. Et sinon, si ça ne vous intéresse pas forcément, on se retrouvera pour l'avant-match qui nous attend tout simplement pour le match de la fin de semaine, avec un déplacement très très compliqué du côté de Brest. Hein, une belle armada offensif. Encore une fois, une des équipes qui nous aura embêtés lors de la phase aller. Et donc ça risque d'être un avant-match assez plaisant à écouter. Merci Grenat Forever d'avoir participé à ce débrief. Merci à toi. Pour les autres, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres, portez-vous bien et allez le FC Metz.